Yops les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez compris au vu du titre. Aujourd'hui, je vais vous expliquer et vous aider à choisir votre premier appareil photo numérique, voire caméra. Attention, toutefois, je ne vais pas vous dire acheter tel ou tel modèle. Là, on va plutôt faire le tour des options disponibles sur les appareils photo sur le marché et à quoi elles servent et pour quel usage elles servent. Parce que forcément, selon votre usage, vous aurez besoin de telle ou telle option en fait. Donc ça va plutôt être un guide en fait au niveau des options pour vous aider à choisir votre appareil photo numérique. Parce que bien entendu, je ne peux pas vous dire prenez à tout prix celui-là, il est super bien. Par exemple, moi j'ai choisi le Canon EOS 250D parce que pour mon usage à moi, il va très bien, mais peut-être que pour ton usage à toi, il ira pas du tout. Mais vous allez voir à la suite de cette vidéo, normalement, votre choix d'appareil photo, il va se réduire à plus que 2-3 modèles maximum. Bien évidemment, comme d'habitude, avant qu'on commence la vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo et la chaîne, ça fait vraiment plaisir, on est de plus en plus nombreux. Et n'hésitez pas également à me rejoindre sur Discord, vous avez tous les liens dans la description. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a 4 grands types d'appareils photo disponibles sur le marché. Chacun a ses propres particularités, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Première catégorie, les téléphones portables. Bah oui, forcément, les téléphones portables de nos jours, ils font de super photos. Alors attention, je ne dis pas que ça rivalise avec les appareils photo, je dis juste qu'ils font de super photos. Moi personnellement, j'ai un Pixel 4a, et les photos que je fais avec, elles sont vraiment bien. Donc voilà, déjà, les téléphones portables. Ensuite, on va voir les compacts. Alors les compacts, le gros souci, c'est que ça a été remplacé par les téléphones portables. C'est-à-dire qu'un compact, il y a 15 ans de ça, c'était bien. Mais à l'heure actuelle, les téléphones portables, ils vont faire des photos aussi bien que les compacts. Donc en fait, il n'y a plus aucun avantage à avoir le compact. Ensuite, on a les bridges, qui sont donc les appareils photo, mais avec les objectifs qui sont soudés dessus. On ne peut pas venir changer l'objectif. L'appareil photo n'est donc pas évolutif. Vous avez votre appareil photo avec tel objectif, point final. Et enfin, pour finir, on a les réflexes slash mirrorless ou hybride en français, qu'on achète le boîtier et on a l'objectif qu'on vient visser dessus et du coup c'est pas mal, ça permet d'être vraiment évolutif. Alors avant toute chose, il va falloir déterminer un budget. Ah bah oui, ça peut paraître con, hein, mais bon, le budget, forcément, ça va vous éliminer plein de choix évidents. Par exemple, si vous avez un budget de 300 € et que vous voulez à tout prix un matos neuf, vous pouvez complètement oublier les réflexes, ça va être vraiment très compliqué. Donc voilà, le budget est très important en fait dans votre choix final. Vous avez un budget, vous vous y fixez. Après l'occasion, ça peut être une super idée. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment acheter son matos d'occasion. Je vous invite vraiment à aller la voir si jamais le sujet vous intéresse. Une fois que vous avez votre budget, on va pouvoir se consacrer vraiment à quelle catégorie d'appareil photo vous voulez acheter. Donc, comme je vous ai dit, dans les catégories, donc on va commencer par le smartphone. Et bien là, tout simplement, un smartphone, c'est un smartphone. Donc si vous voulez à tout prix faire de la photo, que vous n'avez pas trop de budget et qu'il vous faut un téléphone. Et donc voilà, si vous voulez faire de la photo sans trop dépenser et avec un encombrement réduit, il y aura uniquement le téléphone. Vous avez tout un tas de photophones, on appelle ça. Ça va être un très bon téléphone qui va faire de très bonnes photos. Si vous avez un budget assez limité, il vous faut, avec ce budget-là, acheter un téléphone et un appareil photo, achetez directement un photophone. Vous ne serez pas déçu. Par contre, les inconvénients du téléphone, c'est que c'est pas du tout évolutif, c'est-à-dire que votre matos il est comme ça. Moi par exemple, mon Google Pixel 4a, j'ai qu'un seul capteur photo dessus et ça je vais pas pouvoir le faire évoluer, je peux pas changer le capteur. Alors bien sûr, il y a des gens qui ont sorti des espèces de petites optiques à venir fixer dessus. C'est pas ultra ouf, sachant que ça altère énormément la qualité de la photo de base, donc je le déconseille, mais voilà, c'est quand même des solutions qui existent. Seul gros défaut, c'est qu'il n'est pas évolutif. Vous avez les capteurs que vous avez et ça s'arrête là. Ensuite, vous avez les appareils photo compacts que je déconseille tout simplement. Honnêtement, voilà, c'est la seule gamme que je vais vraiment déconseiller dans cette vidéo parce que pour moi, elle n'a plus aucun intérêt parce qu'on est sur des appareils qui sont quand même chers, alors entre guillemets, mais qui sont quand même assez chers, qui ne sont pas évolutifs et qui au final ont été clairement évincés par les téléphones portables parce que comme je vous l'ai dit, les téléphones portables de nos jours font de très bonnes photos et les appareils photo compacts font le même genre de photos en fait. Vous aurez vraiment la différence, elle ne sera pas assez flagrante pour se dire je m'achète un téléphone portable et je m'achète également un appareil photo compact. Moi j'en vois pas l'intérêt. Honnêtement, gardez l'argent et acheter un très bon téléphone en photo, ce sera beaucoup mieux investi je pense qu'un compact. En plus votre téléphone vous pouvez toujours le revendre, que le compact vous n'y arriverez pas. Honnêtement, personne de nos jours achète un compact, je vous le déconseille. Vraiment c'est pas du tout un choix judicieux. Si vous avez un budget limité, préférez tourner vers de l'occasion. Acheter un réflexe qui a 10 ans, ce sera toujours plus intéressant que d'acheter un compact, honnêtement. À l'heure où les smartphones en fait les ont remplacés, je vois vraiment pas l'intérêt d'en acheter, même s'il y a des marques qui essayent de se démarquer. Notamment il y a eu Sony qui a sorti le Sony VZ1, ZV1 ou un truc comme ça. Le compact spécialisé pour les vlogs.
Vous voulez un compact spécialisé pour les vlogs, vous prenez un très bon téléphone en photo ou en vidéo, genre un iPhone, un Google Pixel 4a, 4XL, voilà, peu importe. Vous lui mettez un micro dessus et puis vous avez un truc spécialisé pour le vlog. Donc honnêtement, les compacts, moi je peux vraiment pas vous les conseiller. Pour moi, c'est vraiment pas une bonne idée, c'est vraiment à fuir absolument. Troisième solution, vous avez les bridges. Les bridges, c'est un excellent compromis entre la qualité photo et le prix. C'est-à-dire qu'en fait, le bridge, c'est un appareil photo réflexe. Vous allez avoir les mêmes capteurs et tout ça, mais l'objectif, il n'est pas interchangeable. C'est-à-dire que vous achetez votre réflexe, vous ne pourrez pas le faire évoluer. Vous aurez uniquement l'objectif fourni avec, qui est directement dessus, vous ne pourrez pas le changer. Par contre, gros avantage, c'est que souvent ça zoome. Ça a des zooms d'enfoiré. Honnêtement, c'est souvent des énormes focales. Et alors vous pouvez prendre de très près comme de très loin. Enfin, c'est très polyvalent. Vu qu'on ne peut pas venir changer l'optique, ils ont vraiment essayé de chercher une polyvalence. Et du coup, on se retrouve avec un encombrement réduit, à réussir à avoir limite un téléobjectif dessus. Enfin, c'est vraiment, les mecs, ils ont fait des trucs de fou au niveau des bridges. Et en termes de prix, on n'est vraiment pas très cher. C'est-à-dire que des très bons bridges, on va être dans les 300-400 balles. Donc pour moi, ça peut être vraiment une très bonne solution. Par contre, voilà, on n'est pas du tout évolutif. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Votre bridge, vous l'aurez, vous ne pourrez pas le faire évoluer. Mais en même temps, vous ne le payez pas très cher. Donc ça peut être vraiment super bien pour rentrer dans la photographie avant de vraiment investir un gros budget pour savoir si ça va vous plaire. Donc voilà, le bridge, je le conseille fortement, oui. Si vous voulez à tout prix du matos neuf, mais que vous n'avez pas les moyens pour un réflexe, honnêtement, le bridge, ça fait l'affaire. Ça fait même très bien l'affaire. Alors là, vous en avez des paquets et des paquets. Alors c'est tous quasiment à peu près les mêmes. Hein, parce que forcément, quand il y en a un, quand telle marque va sortir un bridge avec telle fonctionnalité, juste après ils vont tous le faire également parce que c'est une concurrence qui est vraiment féroce vu qu'on n'est pas sur des choses évolutives. Donc quand ils sortent, ils essayent vraiment de marquer le coup et on a vraiment de très bons appareils sur les bridges. Donc voilà, les bridges, je recommande pleinement. Et donc ensuite, pour finir, donc la dernière catégorie dont je vais vous parler, c'est réflexe avec les hybrides ou mirrorless. Quand je dis réflexe, je veux dire appareil photo à objectif interchangeable. Et là, alors vous avez de tout. C'est-à-dire que vous avez de l'entrée de gamme qui va être très bien pour débuter, mais très vite limité. Vous avez du très haut de gamme, vous avez du moyenne gamme. Dans le moyenne gamme, vous avez de l'entrée de gamme et du haut de gamme. Dans le haut de gamme, vous avez de l'entrée de gamme et du haut de gamme. Et dans l'entrée de gamme, vous avez du entrée de gamme et du haut de gamme. Vous avez les 3 gammes sur chacune des 3. En fait, ça fait 9 gammes. Voilà, on a 9 gammes en tout. C'est-à-dire qu'on a entrée de gamme, moyenne gamme, haut de gamme. Ça, c'est pour l'entrée de gamme. Ensuite, on a entrée de gamme, moyenne gamme, haut de gamme. Ça, c'est pour le milieu de gamme. Et ensuite, on a entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. Ça, c'est pour le haut de gamme. Donc vraiment, voilà, vous avez tout. Vous pouvez pas vous tromper. Hein. Enfin, si, justement, parce qu'il y en a un petit peu trop peut-être. Et même des fois, il y en a deux qui se font concurrence. Donc voilà, je pense notamment au Canon EOS 250D et au Canon EOS M50. C'est les mêmes, sauf qu'il y en a un qui est hybride et l'autre, il est pas hybride, il est avec miroir, c'est un réflexe. Voilà, c'est les deux seules différences parce que sinon c'est exactement les mêmes. Le rapport de focale, tout, c'est les mêmes. C'est vraiment un bordel sans fond, c'est d'ailleurs pour ça que je peux pas vous recommander un appareil photo en particulier, ce serait vraiment beaucoup trop compliqué, il y en a beaucoup trop. Le gros avantage des appareils photo réflexe ou hybrides, c'est qu'on peut venir changer l'objectif et ça c'est extrêmement bien parce que ça permet une évolutivité qui est très importante. Par exemple, moi je me rappelle, le premier appareil photo que j'avais acheté, c'était un réflexe avec, j'avais l'objectif classique, le 18-55. Et au début, j'étais ouais, de toute façon, c'est amplement suffisant, nanani, nanana. Mais en fait, très vite, je me suis intéressé à autre chose que juste du portrait. Notamment, je me suis intéressé à l'astrophotographie et là, il a fallu que je me prenne du téléobjectif. Voilà. Et si j'avais acheté un bridge, j'aurais pas pu. Par contre, de base, j'avais à peu près un téléobjectif. Donc, j'aurais déjà pu aller un petit peu vers l'astrophotographie. Enfin, vous voyez, le bridge, c'est ça qui est bien, c'est que ça prend tout. Ça va pouvoir faire à peu près tout dans la limite de son zoom. Là où, sur un réflexe, on n'est pas limité. On peut changer son objectif. Il y a des téléobjectifs d'enfoirés. Ils font même également des télescopes. Ouais, pour l'astrophotographie, ça existe. Hein, donc ça fait un énorme télescope. Hein, parce qu'au final, un télescope, c'est ni plus ni moins qu'un objectif. Donc ça fait un télescope et vous avez votre prise et vous venez fixer votre boîtier directement sur le télescope. Moi, personnellement, c'est ce que je conseille le plus. Si vous avez les moyens, prenez un réflexe. Parce que techniquement vous l'aurez à vie puisque vous n'allez jamais être limité à moins qu'il y ait une fonction qui arrive dans quelques années où vous êtes obligé de l'avoir, mais sinon vous l'aurez à vie. Hein. La preuve en est, là quand je me suis racheté un appareil photo pour l'astrophotographie, pour le défiltrage, d'ailleurs j'ai le tuto sur la chaîne, je vous invite à aller le regarder si le défiltrage d'appareil photo vous intéresse. J'ai pris un vieil appareil photo d'occasion parce qu'en fait ça suffit amplement. Donc ça c'était vraiment pour les catégories d'appareils photo. Maintenant on va parler vraiment des options disponibles
Sur les appareils photo, alors là, je ne vais pas vous dire ça c'est disponible sur les réflexes, ça sur les smartphones ou quoi. Là, ce sera à vous vraiment à vous renseigner si l'appareil photo que vous voulez, il a telle ou telle fonction. Moi, je ne vais pas pouvoir vous faire tout le boulot. Hein, voilà, c'est comme à l'école. Là, on dit que je suis le prof, donc voilà, moi je vous donne des indications et puis vous, votre devoir, ce sera de trouver votre appareil photo et de me dire en commentaire ce que vous avez choisi et pourquoi. Déjà parce que ça m'intéresse et puis je pourrais vous aider si jamais, je sais pas, je peux donner un peu mon avis. Et également, ça peut aider les gens qui sont dans le même cas que vous, qui peut-être auront les mêmes besoins que vous, et donc ça peut être sympa d'avoir déjà des réponses dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Au niveau des options disponibles, là ça va dépendre de ce que vous allez vouloir faire. Par exemple, je vais commencer par ce sujet-là, au moins il sera traité, ce sera fini. Je parle bien entendu de la vidéo. Alors si vous voulez faire de la vidéo, il faut savoir comment vous allez vous y prendre. Je m'explique. Pour faire votre vidéo, il faut faire une prise de son. Pour faire votre prise de son, il n'y a pas 50 milliards de solutions. Est-ce que vous ne pourrez pas du tout utiliser le micro interne à la caméra, au téléphone portable ou peu importe, parce que la qualité sera vraiment pas dingue. Donc vraiment, vous allez vite être obligé d'utiliser un micro. Alors si vous avez un smartphone, pas de souci, vous avez toujours de la prise jack, donc ça, ou des adaptateurs USB-C vers jack. Donc voilà, ça, à ce niveau-là, il n'y a vraiment aucun souci. Le souci vient plus si vous achetez un appareil photo, que ce soit un bridge, parce que vous pouvez faire de la vidéo avec des bridges, que ce soit un bridge ou un réflexe, là, il faut voir si vous avez une prise jack. Ou alors, il faudra que vous achetiez un enregistreur externe pour pouvoir enregistrer le son sur l'enregistreur. Mais après, il faudra venir faire un calage entre le son et l'image sur votre logiciel de montage. Donc ça fait une étape en plus. Moi, personnellement, je m'en affranchis, j'enregistre directement. Mon micro il est directement branché à la caméra, c'est d'ailleurs pour ça que le 250D me paraissait bien, c'est parce que justement il avait cette prise jack où je pouvais venir brancher directement mon micro. Donc moi j'ai vraiment choisi la facilité. Mais voilà, vous avez des solutions, vous pouvez utiliser un enregistreur externe, donc brancher directement à l'appareil photo. Donc là voilà, si vous voulez brancher directement à l'appareil photo, renseignez-vous qu'il y ait bien cette prise jack. Petite info tout de même. Et d'ailleurs, autre type de caméra, c'est vrai que je ne les ai pas cités, parce que je parlais à peu près d'appareil photo. Mais voilà, pour la vidéo, vous avez tout ce qui va être GoPro, DJI Pocket, DJI Osmo et compagnie. Vous avez des adaptateurs USB-C vers jack. Ça fonctionne, par contre prenez les adaptateurs officiels, les non officiels ils ne fonctionnent pas, je le sais, j'ai essayé. Donc d'ailleurs j'ai une vidéo qui arrive très prochainement dessus. Donc voilà, pour ces petites caméras embarquées là, il n'y a pas la prise jack, mais c'est pas grave, il y a les adaptateurs. Par contre, pour votre caméra, votre réflexe ou votre bridge, parce que si vous avez bien suivi le compact, vous n'allez pas l'acheter, il faut vraiment qu'il y ait cette prise jack. Ou alors que vous achetiez un enregistreur externe. Voilà, donc fin de la parenthèse sur la vidéo. Je voulais quand même en parler parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés que par la photo, donc je voulais quand même en parler. Mais voilà, fin de la parenthèse, on retourne sur la photo. Alors il faut savoir que tous les appareils photo vont avoir à peu près, alors je parle en gamme équivalente, vont avoir à peu près les mêmes options. Donc là je vais vraiment vous parler d'options spécifiques. On va commencer déjà par la stabilisation du capteur. Alors ça va être très utile en vidéo, mais également en photo selon le type de photographie que vous allez faire, parce qu'avoir un capteur stabilisé, ça vous garantit une image nette, même à main levée, et même avec un temps d'exposition long. Vous n'aurez pas le même effet qu'avec un trépied, ce ne sera pas aussi net, mais vous allez quand même avoir une photo sacrément nette. Moi ça m'avait surpris sur le Olympus que j'avais avant. Ça m'avait vraiment surpris parce que même à main levée, en faible luminosité, donc en augmentant le temps de pause, les photos elles étaient quand même nettes. Et ça m'avait vraiment bluffé quoi. Alors après forcément il y avait le capteur qui était stabilisé et l'objectif. Donc forcément ça aide. Mais voilà, c'est une très bonne option. Honnêtement, selon le style de photo également pour la macro, si vous faites de la macro photographie, ça c'est souvent à main levée. Ça c'est extrêmement bien. Ça va être utile sur de la photo sportive parce que vous allez devoir bouger quand même un peu. Donc ça peut être vraiment utile. Ça peut être utile tout simplement pour les photos en intérieur. Si vous servez beaucoup de l'appareil photo pour des photos pour les anniversaires, machin et tout ça, ça peut être vraiment utile. Comme la luminosité en général en intérieur est pas top, on a vite tendance en fait à monter au niveau du temps de pause. Donc c'est vrai qu'avoir un capteur stabilisé c'est pas mal pour ce genre de photos. C'est également très bien pour la vidéo. Alors ça va pas remplacer une gimbal ou un stabilisateur, mais on s'en approche quand même. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal si vous faites de la vidéo à main levée, du vlog et tout ça. Je vous conseille vraiment de prendre un capteur stabilisé. Ensuite, autre option importante, c'est la rafale. Alors c'est vrai que selon le type de photo que vous allez faire, je pense notamment à la photo sportive, à la photo animalière, à la photo d'insectes, parce que les insectes c'est pas vraiment des animaux il me semble. C'est hyper intéressant de pouvoir shooter avec un très grand nombre de rafales. Aujourd'hui, il y a des appareils photo qui shootent jusqu'à 60 images par seconde. On est sur une vidéo, clairement 60 images par seconde, on est sur une vidéo, mais voilà. Le processeur arrive à enregistrer 60 images en une seconde, donc ça fait des rafales d'enfoirés, ça marche de ouf. Et c'est vraiment super bien.
A contrario, il y en a qui vont faire des rafales, ils vont se limiter à 5-6. Donc ça, pour de la photo animalière, si vous voulez choper un guépard qui court et être sûr d'avoir une bonne photo, c'est un peu compliqué. Forcément, hein, vous allez prendre vos 5-6 photos, il faut attendre que ça recharge un peu, vous allez reprendre vos 5-6 photos. Bordel, c'est pareil, ça court vite un guépard, hein. Je sais pas combien ça court, mais ils ont tout le temps des problèmes de genoux. Forcément, ils courent comme ça, comme des fous depuis tout petit, donc ouais. Le bordel, il s'est carapaté à 300 km/h, vous êtes là, merde, j'ai pris 4 rafales, bon, j'ai eu un petit écureuil. Pas pareil, c'est pas un guépard. Vous revenez de safari avec des photos d'écureuil, ça le fait moins qu'avec des photos de guépard, honnêtement, voilà. Après, c'est mon avis. Ensuite, le temps d'exposition. Faites-y très attention, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, par exemple, ah bah ça va, il shoot à 1 millième de seconde. 1 millième de seconde, c'est extrêmement rapide. Oui, pour capter un être humain qui marche dans la rue, ça marche très très bien. Par contre, si vous voulez commencer à faire de la photo d'insectes, avec les battements d'ailes, là, toutes les photos qu'on voit là, avec des libellules où les ailes elles sont hyper nettes et tout ça, ça c'est pas shooté au 1 millième, hein. Ça ces appareils photo ils montent à 1 10 millième, 1 15 millième, je sais pas jusqu'à combien ça va au maximum parce que moi c'est pas un sujet qui m'intéresse, mais renseignez-vous vraiment et si vous voulez faire de la photo d'insectes, enfin de choses en mouvement extrêmement rapide, ben vraiment ouais, faut un temps de pause vraiment le plus court possible quoi, vraiment, moi je dis 1 millième c'est vraiment un truc pas ouf. Dans l'usage de tous les jours, ça fait l'affaire, mais voilà. Un 5 millième, c'est pas trop ouf non plus. Un 10 millième, on commence à être pas mal pour de la photographie d'insectes. Donc voilà, après, moi, comme je vous dis, je suis pas trop spécialisé. Si quelqu'un est spécialisé, surtout, faut pas hésiter à donner son avis en commentaire parce que ça peut aider les gens. Donc voilà, le temps de pause, c'est très important également. Voyez à combien vous pouvez aller en maximum. En sachant que normalement, le maximum, on peut le dépasser après via une télécommande. Ça, on peut toujours le chanter. Mais voilà, ça peut être toujours bien si vous n'avez pas envie d'acheter une télécommande. Ensuite, autre option, ça peut paraître un peu anecdotique, mais tout ce qui va être Wi-Fi et Bluetooth, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, c'est limite devenu une norme dans les boîtiers d'intégrer ça. Mais il faut voir à quoi ça sert. Ça sert juste pour le transfert de photos si vous avez des fonctionnalités. Je sais qu'il y a des appareils photo, mais vous pouvez totalement contrôler l'appareil photo depuis votre téléphone. Et ça, c'est hyper bien parce que ça vous fait office de télécommande. Et c'est une télécommande gratuite puisque vous avez déjà le téléphone. Oui, c'est bien, il est Wi-Fi, mais à quoi il sert? Est-ce que c'est juste pour avoir récupéré les photos? Est-ce que je peux avoir un retour de mon écran en live sur mon téléphone? Est-ce que je peux régler mon appareil photo depuis mon téléphone? Donc voilà, renseignez-vous un petit peu plus. C'est pas parce qu'il y a écrit Wi-Fi que vous allez pouvoir faire des trucs de fou avec. Alors maintenant, on va rentrer dans les options qui sont vraiment que chez certains constructeurs, mais qui peuvent être vraiment utiles, mais par contre qui sont utiles juste pour ça. Voilà, pour tel type de photo c'est utile, pour tout le reste c'est un peu osef quoi. Je pense notamment au focus bracketing de chez Olympus et que d'autres commencent à mettre également. Donc en gros, sur trépied, forcément, parce que si vous n'êtes pas sur trépied ça va être compliqué, mais en gros il va prendre plusieurs photos en décalant le capteur pour réussir à faire un focus net partout. Et ça, c'est extrêmement bien en macrophotographie. Dans tout le reste, vous n'allez pas spécialement vous en servir, mais en macrophotographie, si vous voulez une image extrêmement zoomée, mais extrêmement nette partout, vous êtes avec votre trépied, vous appuyez, paf. Lui, il prend toutes ces photos, il les assemble directement et ça vous fait votre photo ultra nette de ouf. Honnêtement, ça c'est un truc qui m'avait bluffé chez Olympus. J'étais, ah, putain, les mecs, ils arrivent à ce résultat-là. Alors oui, il y a des logiciels avec lesquels on peut le faire, mais il faut que vous-même, vous preniez la photo en changeant la mise au point, machin et tout. C'est une merde. Tandis que là, c'est fait automatiquement. Vous avez également, toujours chez Olympus, mais d'autres le font également, mais principalement Olympus, c'est les photos à très haute résolution. Donc de même que pour le focus bracketing, hop, il va venir décaler plein de fois le capteur pour prendre plein de photos et les assembler ensemble. Et du coup, au lieu d'avoir une photo, par exemple, si vous avez une photo de 20 mégapixels, vous en prenez deux en vous décalant très légèrement. Du coup, en fait, vous allez... Bon, par contre, là, je vais vraiment rentrer dans les détails du fonctionnement du capteur. Je ferai une vidéo pour vous expliquer comment fonctionne un capteur photo et on reparlera de ça. Mais en gros, voilà, en venant décaler, eh bien, la lumière et la couleur du coup qui rentrent sur le capteur, ça ne touche pas les mêmes photosites. Et du coup, en fait, ça vous augmente votre résolution. Donc forcément, vous arrivez à des photos de 60, 80, 100 mégapixels, alors que de base, l'appareil photo va en faire 20 ou 25. Et ça, c'est vraiment ouf, parce que ça donne une résolution qui est totalement dingue. Et ça, c'est une option qui peut être hyper intéressante sur ce que vous faites. Si vous faites du paysage, par exemple, vous avez un paysage qui ne bouge pas, vous faites ça. Vous avez une photo de dingue. Pour l'architecture, ça marche également. Enfin, vraiment, voilà, vous avez plein de cas où cette option-là, elle est hyper intéressante. Et moi, je la trouve vraiment bien. Je trouve ça dommage que... tout le monde n'est pas un capteur stabilisé et que tous les constructeurs ne le proposent pas parce que
déjà ce sera un argument de vente de dire Eh, vous voyez, on fait des photos de 100 mégapixels. Donc déjà, ouais, ce sera un super argument de vente. Après, je peux comprendre que ça coûte cher à mettre en place. Peut-être que dans quelques années, ce sera devenu une norme d'avoir des capteurs sur moteur, mais là, à l'heure actuelle, pas du tout. Une option qui peut être hyper intéressante, c'est la double carte. Alors, double carte SD ou carte SD et carte transflash. Parce que ça va vous permettre en fait de créer une sauvegarde directement. C'est-à-dire que votre photo ou votre vidéo va être enregistrée sur 2 cartes en même temps. C'est-à-dire que si jamais il y en a une qui crame, moi personnellement ça m'est jamais arrivé. Petite astuce pour qu'il y ait peu de chances que ça vous arrive, achetez des cartes mémoire de marque. Hein. Arrêtez avec vos bordels. Achetez sur Wish à 2 euros. Forcément que 2 euros les 256 Go, déjà vous la recevez, elle en fait pas 256, réellement elle en fait que 16. Hein. Alors, vous verrez. Essayez de mettre un truc plus gros que 16 Go, généralement ça marche pas. Et ensuite, les cartes, forcément, enfin, c'est du pas cher. C'est vrai que la double carte mémoire, ça peut être pas mal, surtout si vous êtes professionnel. C'est vrai que c'est toujours dommage d'avoir été prendre les photos du mariage de Josine et d'aller avoir en lui disant ouais, je suis vraiment désolé Josine, bon t'as vu, c'est vrai que tu m'avais payé 1000 balles pour tout le mariage, j'ai perdu les photos, c'est con hein, la carte mémoire elle a bugué, mais ouais, tu sais, en même temps je l'ai acheté sur Wish 3 euros, alors bon, non, forcément voilà, si vous êtes professionnel, la double sauvegarde c'est limite obligatoire parce que là vous mettez les souvenirs d'autres personnes, c'est à dire que moi par exemple, je perds les souvenirs d'une randonnée, je m'en fous. Ça me ferait chier, mais je m'en fous. Il n'y a rien qui est engagé ni rien. Je fais un shooting avec une amie, je suis pas payé ni rien, c'est pas mon métier, je perds les photos, ça fait chier, on a perdu du temps, mais c'est pas grave. Par contre, vous loupez sur les photos d'un baptême, les photos d'un mariage, les photos d'une naissance, parce que ouais, des fois on peut voir des trucs un peu bizarres. Ouais, non, là c'est compliqué. Donc, ouais, la double sauvegarde c'est limite obligatoire. Vraiment, de toute façon, si vous êtes professionnel, vous allez forcément mettre le prix dans votre matos. Donc, il arrive un moment, voilà, cette option-là vous l'aurez. Mais voilà, la double carte mémoire c'est vraiment pas mal. Après, renseignez-vous, si vous faites beaucoup de longues sorties et tout ça, si jamais il y a des poignées grip batteries qui existent, où là les batteries elles sont 3, 4, 5, 6, 7 fois plus grosses que les batteries de base, et donc forcément vous avez une durée mais de dingue. Alors personnellement, selon les appareils photo, la durée elle est plus ou moins haute. Honnêtement, moi je préfère en avoir une seule grosse que plusieurs petites, et les batteries ça peut se bouffer quand même vachement vite. Donc renseignez-vous si jamais ça c'est disponible. Et si jamais c'est pas disponible, renseignez-vous si les batteries d'origine de la caméra sont disponibles assez facilement. Alors normalement il n'y a pas trop de soucis, mais renseignez-vous quand même, on sait jamais. Tant qu'on est sur les batteries, bien sûr je vous le dis, évitez les batteries premier prix. En vrai c'est pas mal, mais c'est pas terrible. En termes d'autonomie, c'est pas ouf. Et puis dans le temps vous voyez vraiment qu'elles perdent. Tandis que si vous restez sur les marques... Alors pas spécialement sur la marque officielle, par exemple moi j'ai un Canon, si je m'achète une seconde batterie je prendrais peut-être pas spécialement une Canon, je prendrais peut-être une marque générique. Mais faut prendre une marque générique bien, faut pas aller au moins cher. C'est des choses, c'est très compliqué les batteries, si jamais ça a un certain coût, un certain prix, c'est qu'il y a une raison, ça coûte cher à fabriquer. Donc forcément, si vous prenez un truc pas cher, c'est que ça coûtait pas cher à fabriquer. Si ça a coûté pas cher à fabriquer, c'est qu'elle est pas terrible. Ensuite, alors là, je vais pas parler d'une option, je vais parler d'une évolution. Renseignez-vous sur les objectifs disponibles sur votre boîtier si vous prenez un réflexe. Voilà, qu'est-ce qui est disponible? Parce que forcément, si vous voulez faire de l'astrophotographie par exemple, il vous faudra par exemple soit de l'ultra grand angle pour faire du circumpolaire, soit un très gros zoom pour faire du planétaire, de la constellation et tout ça. Et renseignez-vous sur les prix des objectifs et renseignez-vous sur les disponibilités. Alors également sur les nouveaux appareils photo, on va avoir certains modes, moi personnellement j'aime pas mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aiment bien, c'est les modes dits artistiques. Ça va vous proposer un peu comme Instagram en fait, directement des filtres et tout ça. Moi personnellement je suis pas fan, je préfère vraiment retoucher les photos comme j'ai envie de les retoucher, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens pour s'amuser en soirée qui n'ont pas envie de se faire chier, ils prennent ça avec le filtre, ce sera toujours mieux traité et mieux géré qu'Instagram. Également, petit truc un peu con, mais ça se voit de plus en plus, le flash qui disparaît sur les appareils photo. C'est con, hein, mais si vous voulez faire une photo de nuit sans flash, sans trépied, ça va être compliqué avec un sujet qui bouge. Vous n'allez jamais y arriver, il vous faut un flash. Donc renseignez-vous qu'il y ait bien le flash également sur votre appareil photo. Alors là, on va parler aussi vite fait des capteurs en dehors des téléphones portables. Vous avez les capteurs micro 4 tiers, vous avez les capteurs APS-C, vous avez les capteurs plein format ou full frame et après vous avez les capteurs moyen format qui sont plus gros. Je vous les ai cités du plus petit au plus gros. Je sais qu'il y a beaucoup de gens pour faciliter l'effet artistique, ils veulent à tout prix un énorme flou d'arrière-plan, un effet bokeh magnifique et tout ça. Si vous voulez faire par exemple du portrait, essayez, si vous avez les moyens, de vous orienter vers un plein format, même si moi je le recommande pas spécialement. Si vous avez les moyens, le plein format honnêtement vous allez vraiment vous régaler avec. Par contre tout coûte plus cher forcément, tout est plus gros donc tout coûte plus cher. Mais voilà, vous aurez des flous d'arrière-plan vraiment ouf et vraiment très faciles à avoir.
Alors qu'avec un micro 4 tiers, ça va être très compliqué. Avoir du flou d'arrière-plan avec un micro 4 tiers, ça se fait, je dis pas que c'est impossible, je l'ai fait. Avec mon Olympus, là, pendant un an, je l'ai fait sans problème. Mais c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, il faut jouer sur tout, c'est chiant, c'est long. Avec un APS-C, on est à peu près sur le milieu. Ça se fait plus facilement qu'avec un micro 4 tiers, mais le rendu est un peu moins bon qu'avec un plein format. Et quand même moins bien qu'un moyen format. Donc voilà, vraiment, renseignez-vous à ce niveau-là. Par contre, voilà, je vous le dis, alors, micro 4 tiers APS-C, c'est à peu près le même prix en termes de boîtier. Après, les objectifs micro 4 tiers vont être un peu plus chers. Par contre, plein format et moyen format, alors moyen format, c'est des prix du futur. Hein, honnêtement, moi personnellement, jamais je pense que je pourrais m'acheter du moyen format. Même les pros, il n'y en a quasiment même pas qui en prennent. Donc, ouais, voilà, ça existe, hein, faut le savoir. Par contre, voilà, le plein format, en plus maintenant avec les EOS R et compagnie, on commence à avoir du plein format un petit peu accessible parce que c'est accessible à coût de 1500 balles. Forcément, voilà. Et à ça, il n'y a pas d'objectif. Donc vous rajoutez au moins un 1855 en plein format. Enfin voilà, c'est la ruine. Le plein format, c'est la ruine. Vraiment, c'est votre métier, n'hésitez pas. C'est votre passion, que vous avez de l'argent, n'hésitez pas. Mais allez pas vous endetter pour manger des pâtes juste pour acheter un plein format. Surtout si vous êtes débutant, franchement, vous n'arriverez pas spécialement à le gérer. Mais voilà, il faut savoir que le plein format a des avantages, notamment celui-là, et également, hein, il va mieux gérer les contrastes. C'est-à-dire que si jamais vous avez une partie brûlée et une partie totalement sombre dans votre image, eh bien, il va vachement bien le gérer. Donc ce sera moins brûlé et moins sombre qu'avec un APS-C ou qu'avec un micro 4 tiers. Selon le type de photo, ça peut être très intéressant d'avoir un plein format. Moi personnellement, j'ai jamais franchi le cap, j'ai toujours trouvé ça trop cher par rapport à ce que j'en fais, puisque la photo ne me ramène pas d'argent. C'est un kiff, quoi, c'est juste une passion. Donc je trouve ça dommage d'aller investir 2000 balles de matos. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour des options un petit peu disponibles à l'heure actuelle. Alors bien sûr, j'ai pas tout cité, là j'ai cité les trucs principaux. C'est un sujet qui est vraiment compliqué, il y a vraiment plein de choses à parler. Alors surtout si vous avez des questions sur des options et sur leur utilité, parce que c'est vrai que des fois, on va entendre parler d'une option, c'est pas trop à quoi ça sert. N'hésitez pas à me la poser en commentaire, voilà, j'y répondrai sans souci. Si je connais pas, je me renseignerai pour vous répondre au plus juste. Je vous mettrai des liens vers des articles. Et si jamais il y a des gens qui ont les réponses également, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Donc voilà, le sujet est fini. Donc forcément, la vidéo est finie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Likez la vidéo, c'est hyper important pour le référencement. Abonnez-vous comme d'habitude. Partagez la vidéo, moi ça me fait plaisir. On est de plus en plus nombreux, comme je vous ai dit en début de vidéo. Ouais, ça fait 2 pubs. Franchement, c'est pire que sur Canal, quoi. 2 pubs en 10 minutes, enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Mais voilà, abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bisous!